Bonjour et bienvenue sur le plateau du Media Lab pour un nouvel épisode de T'as vu, le magazine présenté et réalisé par les étudiants en Master 2 de journalisme de l'Acato. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire aujourd'hui, un reportage sur les primaires à droite, un zoom sur le harcèlement de rue, un focus sur les formations professionnelles du Cirque de l'Homme et enfin un reportage sur l'équipe féminine de rugby de Villeneuve-d'Ascq. Et sans plus attendre, entre tous les candidats à la primaire de droite, difficile a priori de s'y retrouver en tant que jeunes et pourtant ils sont nombreux à se mobiliser pour ceux qu'ils considèrent comme leurs candidats. Alors pourquoi Vincent Morel et Pierre Gault se sont penchés sur la question dans la ville de Lille. Les jeunes avec Juppé, nous les jeunes pour Nicolas Sarkozy, les jeunes avec Bruno, pas un candidat à la primaire républicaine ne fait campagne sans son mouvement des jeunes. Ces équipes âgées en moyenne entre 20 et 25 ans sont même devenues indispensables dans les stratégies de communication. Leur intérêt est de renvoyer une image dynamique et moderne de leurs candidats, mais aussi et peut-être surtout d'investir le terrain. À Lille, l'équipe de Nicolas Sarkozy enchaîne les actions militantes depuis des semaines en ayant recours aux outils numériques. La mission qui m'a été confiée, ça a été de coordonner les actions sur le terrain. Donc ça passe également par les outils numériques que nous avons aujourd'hui. Vous avez dû sans doute en entendre parler, l'outil de porte-à-porte Knock-in, qui permet du coup de cibler le porte-à-porte. Après il y a d'autres outils numériques comme le phoning. Donc on organise ça à raison d'1 à 2 fois par semaine. C'est-à-dire qu'on a un outil qui nous permet d'automatiser les appels avec une trame. Je pense que désormais, on ne peut pas concevoir de faire de la politique sans allier politique et le numérique. Mais les applications ne suffisent pas toujours. À Lille, nombreux sont les déçus du mandat de Nicolas Sarkozy. La rencontre avec les Français n'est donc pas de tout repos. Oui, non. Ah bon? Pourquoi, monsieur? J'ai raison ou vous savez? Non, parce que je sais pas, parce que c'est 5 ans au pouvoir, il n'y a rien fait. Pourquoi les Français? Il est quand même arrivé, moins d'un an après c'est arrivé au pouvoir, il y avait la crise économique. Ouais, c'est vrai. Tous les pays européens étaient en train de chuter. C'est vrai, mais l'Allemagne, elle n'a pas de chômage d'abord. Non, le chômage a baissé à partir de 2012. Eux aussi, ils ont eu la crise. J'ai fait sciences économiques et sociales, j'ai mon bac à 17 ans avec 14 de moyenne. Alors la politique d'économie, la sociologie, je la connais mieux que toi. Ah bah nous aussi. Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Pour éviter tout duel fratricide, Antoine Siani veille au grain. Le responsable départemental des jeunes républicains organise de nombreux événements et notamment des débats pour préserver l'unité du parti. L'intérêt de cette campagne, selon lui, est avant tout de rattraper le vote chez les jeunes. Je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui il y a une désaffection des jeunes et des Français en règle générale envers les partis politiques. C'est à nous d'aller vers eux pour essayer de les récupérer, de leur faire comprendre qu'on peut vraiment agir pour son pays, pour son département, pour sa ville à travers les partis politiques. Et pour ça, on utilise également beaucoup les réseaux sociaux. Parce qu'aux jeunes, il faut leur parler jeunes, on ne va pas commencer à faire des courriers écrits manuscrits. On passe beaucoup par les réseaux sociaux, par le web. Et on essaie aussi également de mettre en place des méthodes novatrices, notamment sur des nouveaux formats de réunions où on laisse la parole aux gens. Si vous voulez, moi je suis persuadé d'une chose, c'est que les réunions où il y a quelqu'un qui parle, les autres qui écoutent, sincèrement même moi ça m'emmerde. Ça emmerde tout le monde si on va tirer les jeunes, c'est en leur donnant la parole, en écoutant leurs idées, leurs propositions. Mais au moment des questions-réponses, on remarque tout de suite un problème, un gros problème. Il est difficile pour ces jeunes référents de répondre à la place des candidats. Alain Juppé a dit dans le débat qu'il voulait supprimer les charges sur les SMIC. Ma question elle est simple, et elle va concerner tout le monde ici, je pense, c'est quid de ceux qui ont plus que le SMIC? Genre 1600, 1700, 1800 euros. Est-ce que les entreprises vont pas de ce fait embaucher uniquement des SMIC et puis laisser tous les autres de côté? J'avais précisé tout de suite qu'en économie, je suis nul. Moi, je ne suis pas porte-parole, je ne suis pas idéologue, je ne fais pas partie des équipes programmatiques. Je connais la plupart des propositions phares. Maintenant, je ne sais pas forcément décrypter tout, notamment sur l'économie, tous les pourquoi, les comment. La géopolitique, on l'a abordé, c'est des sujets extrêmement complexes. Et c'est des sujets tellement complexes que chaque personne, individuellement, a son propre schéma de pensée sur le sujet. Alain Juppé a sûrement un schéma de pensée qu'il n'a pas explicité à tout le monde. Donc c'est vrai que sur tous les sujets, c'est très compliqué. Malgré ces difficultés, les jeunes juppéistes surfent toujours sur une certaine popularité, grâce aux réseaux sociaux et surtout à leurs cellules implantées dans leurs universités. Leurs équipes ciblent principalement, attention surprise, les jeunes. Nos cellules existent depuis avril 2015. Donc on a le temps. Au début, on était 3. Parce qu'en avril 2015, la primaire, hein. Aujourd'hui, on est un peu plus nombreux. On a gardé des cellules comme à l'Acato, Lille 2, Lille 3, en fait dans les universités.
et dans les grosses villes. Par exemple, il y a une cellule à Roubaix, une cellule à Tourcoing, mais qui dépendent du comité Lille Métropole. Pour les comités universitaires, le but c'est que à l'Acato il y a 15 étudiants inscrits, j'ai mis 6, j'ai pas le chiffre en tête, mais à Lille 2 il y en a peut-être 20 autres. Bon, quand moi je leur demande cette semaine on fait un tractage, une université ça se gère comme un quartier. Il faut que ce soit les gens de l'université qui viennent tracter dans leur université. Le premier tour de la primaire tombe le 20 novembre, il ne reste donc que 2 jours aux différents mouvements pour convaincre les derniers indécis. Et je suis avec Pierre Gault en plateau. Donc, bonjour Pierre. Bonjour. Et la campagne ne crée-t-elle pas trop de divisions et de tensions entre les mouvements ? Mais étonnamment, pas du tout. C'est vraiment un mot d'ordre entre les différents mouvements, entre les différentes équipes de campagne. Si on veut préserver l'unité du parti et pas revivre le traumatisme de 2012, donc quand il y avait la guerre entre Copé et Fillon pour la présidence du parti. Du coup, il y a même une charte à cet effet pour un bon comportement et qu'il n'y ait pas d'attaque personnelle sur les candidats. Et pourquoi les jeunes s'investissent autant dans cette campagne ? Et alors, il y a 2 catégories. Déjà, d'une part, il y a ceux qui veulent, qui soutiennent clairement un candidat et qui veulent clairement que ce soit lui qui soit président de la République, qui prétendent être président de la République. Et il y en a d'autres, parmi les jeunes référents, il y en a beaucoup. Ils veulent clairement un poste, ils ont une ambition politique. Ils ont un métier où ils sont clairement ils sont dans les études, mais ils prétendent à quelque chose, à obtenir une fonction plus tard. Et on sait que les candidats craignent une mobilisation des électeurs de gauche dans cette primaire. Est-ce que les jeunes le craignent aussi ? Alors, il y a des divergences de point de vue chez les partisans de Nicolas Sarkozy. Officiellement, on dit qu'il n'y aura pas de mobilisation des électeurs de gauche. Mais officieusement, on craint que ça va handicaper le nombre de votes et le résultat de Nicolas Sarkozy, alors que chez les jupéistes, c'est pas trop un problème, c'est pas un inconvénient. On dit juste qu'il ne faut pas que ce soit une excuse pour décrédibiliser le scrutin, c'est tout. D'accord, merci Pierre. Et maintenant, un zoom sur un phénomène grandissant, le harcèlement de rue. Difficile de passer outre lorsque l'on est une femme, mais qu'est-ce que le harcèlement de rue ? Existe-t-il des moyens de prévention ? Adrien Quilico, Julie Cavé et moi-même sommes allés chercher des réponses dans les rues de Lille. Chaque jour, en France et partout dans le monde, des femmes, peu importe leur âge ou leur physique, sont victimes de harcèlement de rue. Longtemps passé sous silence, le débat s'ouvre davantage sur cette violence du quotidien en pleine progression. Pourtant, les femmes osent de plus en plus dénoncer ces agressions, encore trop souvent banalisées. Ça peut aller du petit regard pervers au mademoiselle, t'es charmante, jusqu'à un truc plus vulgaire, quoi. Jusqu'aux insultes si tu ignores. C'est lourd, déjà, parce qu'il y a une manière d'interpeller les gens. Même si c'est un garçon qui va nous demander notre numéro de téléphone, parfois on peut lui expliquer gentiment que nous on n'a pas envie, et à partir de ce moment-là, c'est souvent là que ça dérape, quoi. Donc c'est là que ça devient gênant. On est toutes gentilles, toutes mignonnes jusqu'à ce qu'on dise non, et là on devient des salopes. Maintenant, quand je rentre le soir chez moi, même s'il est 23h, je sais très bien que je vais me faire accoster au moins une fois, c'est sûr. Et soit c'est des gentils qui sont pas agressifs, mais ça peut aussi être le cas où ils vont commencer à devenir violents. Donc je trouve que c'est normal. Moi, c'est surtout qu'en temps normal, je vais pas forcément avoir peur, mais c'est que ce qui est gênant, c'est qu'à côté de ça, ils le font jamais tout seuls. Ils sont toujours à plusieurs parce qu'ils se croient forcément plus forts. Et qu'il se passe parfois des choses comme dans le tram ou dans le métro, et où finalement on est à 20 dans la rame et il n'y a personne qui bouge, quoi. Pour lutter contre ce phénomène et éveiller les consciences, des associations voient le jour, comme Lille sans relou, que nous avons rencontrées. Cette année, on se fixe sur 3 actions principales. Donc la première, c'est la sensibilisation dans les collèges-lycées. Donc en fonction des demandes, on propose des actions de sensibilisation aux établissements scolaires, et par la suite, s'ils sont intéressés, ils nous recontactent et on met en place du coup des actions. On a le mur de la honte du harcèlement de rue, qui est donc un grand panneau qu'on emmène avec nous sur toutes nos prestations, sur lequel les gens peuvent témoigner en fait de harcèlement qu'ils ont subi ou entendu, sous forme de phrases courtes écrites sur des post-it. Et du coup, c'est un outil qui nous permet d'engager le dialogue avec les gens pour leur faire connaître l'association ou pour les sensibiliser au harcèlement de rue. La troisième action, c'est les bars sans relou, où en fait on propose aux bars un label sans relou en fait, c'est-à-dire c'est pas un bar où vous allez pas trouver de relou en fait.
On pense que c'est impossible, mais plutôt ce sera un bar où le personnel est sensibilisé au harcèlement dans leur établissement et savent comment y réagir. Chez les jeunes, la perception du problème évolue. Les hommes aussi reconnaissent de plus en plus que la société participe à fausser la vision de la femme et engendre ses dérives. En soi, aborder, oui, ça m'est déjà arrivé. Harceler, non. Clairement, ouais, c'est de pire en pire. En soi, t'as, comme tu disais, c'est une question de lourdeur, t'as de plus en plus de lourd. Après, c'est beaucoup de paroles, c'est surtout verbal au départ. Ça peut être de pire après, mais c'est surtout verbal au départ. Il y a une banalisation de la violence, qu'elle soit verbale ou physique, ouais, c'est ça, voilà, t'as une banalisation de ça. T'as aussi une banalisation de la sexualité en soi, c'est ça, c'est une banalisation de la sexualité, du regard que les hommes ont envers les femmes aussi, parce qu'ils voient sur des réseaux sociaux, sur internet, des filles qui sont à moitié nues, alors ils se disent que s'il y a une meuf qui met une mini-jupe et qu'on voit un peu ses jambes, alors peut-être qu'elle cherche. Bien que les mentalités évoluent, le combat est loin d'être fini. Un profond changement ne repose pas sur les initiatives individuelles, mais sur un véritable réveil citoyen. À vous de jouer. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du Media Lab avec Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour Valentine. Alors, qu'est-ce que le harcèlement de rue? Alors le harcèlement de rue, on peut le définir comme tel, c'est l'ensemble des comportements, verbaux ou non, qui s'adressent à des personnes dans un espace qui est public ou semi-public et qui a une visée intimidante, humiliante, discriminante. C'est souvent en fonction de leur orientation sexuelle. Ça arrive souvent aux jeunes femmes. Donc ça peut aller du simple sifflement entre guillemets à l'insulte, voire malheureusement jusqu'à l'attouchement. D'accord. Et en tant qu'homme, vous vous sentiez concerné par ce phénomène avant de tourner ce reportage et après, est-ce que ça a changé votre vision? Je me sentais concerné parce que je savais que ça existait. Bien sûr, j'étais contre, mais je ne réalisais pas l'impact que ça pouvait avoir. Et en rencontrant les personnes pendant ce reportage, à force de faire des interviews, j'ai réalisé l'impact que ça pouvait avoir surtout sur ces jeunes femmes et surtout la récurrence. Ça peut leur arriver tous les jours parfois et la pénibilité que ça peut avoir sur elles. Et j'ai pris conscience de ça plutôt. D'accord. Et pourquoi, selon vous, il y a une augmentation du harcèlement de rue? Alors, il y a une augmentation du harcèlement de rue, peut-être d'une part. Après, je ne pense pas qu'il y ait forcément une augmentation exponentielle du harcèlement de rue. C'est surtout que c'est aussi plus médiatisé qu'avant. Les victimes du harcèlement de rue osent plus en parler parce que c'est plus mis en avant dans le débat public. C'est un peu comme pour le viol. Souvent, les victimes de viol n'osent pas en parler parce qu'il y a le poids de la société et les personnes se sentent honteuses. Là, on ouvre le débat, les personnes osent en parler, donc c'est plus présent. On a l'impression que ça augmente, mais je pense que le harcèlement de rue a toujours été là et malheureusement, c'est le problème aujourd'hui. D'accord, merci Adrien. Merci à vous Valentine. Et maintenant un peu de légèreté avec une expédition au Cirque de l'Homme pour un focus sur les formations professionnelles proposées là-bas. Un reportage de Victor Bastard et Camille Roland. Dans les rues pavées du village circassien à l'Aume, des lumières et rires fusent à l'intérieur des chapiteaux et des maisons en colombage. Cet ancien parc d'attractions est devenu en 1998 une école de cirque reconnue en France. L'école forme des futurs artistes du cirque. 4 disciplines sont principalement enseignées, la jonglerie, l'équilibre ou la contorsion, les portées acrobatiques et sous vos yeux, le mât chinois. Je suis pas prof de l'école, c'est-à-dire que moi j'ai l'expérience du plateau, donc je transmets ce que moi j'ai vécu sur le plateau et ce que mon maître d'acrobatie m'a passé. Donc je le retransmets, c'est pas à moi, je redonne comme un peu l'artisanal qui n'existe plus, de père en fils. Bah là je transmets ce qu'on m'a donné et j'espère que eux vont transmettre et comme ça la transmission elle va durer dans ce genre de techniques de portée parce que c'est des mondes en fait, hein, de portée acrobatique il y en a plein. T'as l'acrosport, t'as les Russes, t'as les Chinois. Et t'as celle-ci, c'est des portées acrobatiques, c'est une technique de Geza Trager. Geza Trager était notre mentor, qui était hongrois et qui était prof de bascule hongroise et portée acrobatique. La bascule hongroise, c'est un agrès, avec qui on peut faire des choses un petit peu plus... On peut avoir plus de diversification que les portées homme-femme ou homme-homme. Voilà, on n'a que les jambes et les bras et il faut faire des figures acrobatiques avec et rattraper son voltigeur ou alors l'amener au sol. C'est un travail, c'est-à-dire qu'on acquit des compétences, voilà. Sauf que la différence,
c'est qu'il y a le public qui est là le soir devant, et tu te montres devant le public. Au cours du cursus, des occasions sont offertes de jouer devant le public. Les élèves de deuxième année de formation artistique se sont ainsi produits dans une création collective intitulée Carambolage. De retour sur le plateau du Media Lab, je suis avec Victor. Bonjour. Bonjour Valentine. Alors, leur spectacle Carambolage, ça requiert quel niveau? C'est à quel niveau? Alors c'est pas des professionnels, hein. Donc ce spectacle Carambolage, c'est les deuxième années d'école d'art du spectacle, d'art du cirque, qui l'ont produit. Et après, je vous encourage à aller voir sur leur site internet, donc le Cirque de l'Homme, parce qu'ils proposent vraiment énormément de spectacles, donc vraiment professionnels, où ils invitent des personnes qui font du cirque de façon professionnelle, et aussi leur production à eux, en fonction de leur niveau. Donc il y en a vraiment pour tous les niveaux, et c'est assez impressionnant quand même. Et comment ça se passe, l'entraînement? Alors, ils proposent plusieurs formations. Donc il y a des formations pédagogiques, où alors là, c'est plus de l'initiation aux arts du cirque. Il y a des formations artistes, donc c'est eux qui font le spectacle Carambolage. Et il y a même des formations pour seniors. Et le principe de l'apprentissage, c'est que c'est vraiment une transmission en fait. Genre les professeurs sont les anciens élèves et donc ils transmettent de façon un peu ancestrale, c'est ce qu'ils nous expliquaient, les rites, les traditions et les façons de faire du cirque. D'accord. Et on vous invite à aller faire un tour sur leur site. On se rend enfin à Villeneuve-d'Ascq où les femmes trouvent leur place dans un sport typiquement masculin dans les consciences, le rugby. Zoom sur le LMR-CV, un reportage réalisé par Marine Kijek et Gaspard Dalle. Peut-être pour le drone d'Isard des 42 mètres. Quelle audace! Magnifique. Quelle audace! Magnifique! Il est magnifique! En mai dernier, les joueuses du LMR-CV devenaient double championnes de France pour la première fois de leur histoire. Elles ont réussi un double pari, battre Montpellier, triple tenant du titre, et se faire un nom dans le monde du rugby. Mais si depuis leur victoire, les joueuses du LMR-CV jouissent d'une plus grande médiatisation, difficile d'exister dans un monde que beaucoup considèrent encore comme masculin. Le sport féminin ne représente en effet que 7% des retransmissions sportives. Alexandra Pertus, centre au LMR-CV, nous donne son ressenti. Bon, alors je suis complètement touchée par cette cause parce qu'avec Udabi, on a créé une agence qui s'appelle LGA Sport. Et cette agence, elle est là pour développer le sport féminin. Alors moi, j'espère que dans quelques années à venir, notre société, on ne sera plus que 3, mais on sera 10, 15, 20 à gérer la cause du sport féminin et à faire changer les questions des journalistes en nous disant est-ce qu'il y a des a priori sur le sport féminin, parce que cette question, elle me fait grincer des dents et c'est normal qu'elle soit posée, mais si elle est posée, c'est qu'elle résulte d'un problème. Donc j'espère que dans peu de temps, ces journalistes auront d'autres questions plus intéressantes pour nous. En plus d'une différence de traitement médiatique, les ressources financières du club sont bien en dessous d'une équipe nationale masculine. Commence alors la recherche de subventions et de sponsors afin de faire vivre le club. Le nerf de la guerre, c'est le financier. Et donc ma démarche, elle est d'aller chercher des partenaires privés qui, à côté des subventions publiques, vont permettre d'aller chercher non pas des ressources, mais des moyens à ce que les filles puissent s'épanouir. Alors ça peut être des moyens d'amélioration de leur entraînement,
à travers par exemple un séquenceur vidéo qui va permettre de décortiquer le jeu. Ça peut être un entraîneur de jeu au pied pour améliorer les transformations des essais qu'elle marque. Ça peut être également dans le domaine médical, d'avoir un médecin référent qui les accompagne tout au long de l'année et qui soigne les bobos au retour des matchs le dimanche, et qui facilite aussi l'accès à des soins ou l'accès à des examens complémentaires qui aujourd'hui n'étaient pas prévus dans ce club. Sans un statut de professionnel, les joueuses du LMRCV ne peuvent vivre de leur passion. Il leur faut alors concilier vie professionnelle et rugby au rythme de 5 entraînements par semaine. C'est beaucoup d'organisation au niveau des cours. Parfois j'arrive en retard à l'entraînement à cause des cours. Parfois je demande à décaler des DS et tout au niveau de l'école pour pouvoir aller en déplacement rugby. Donc c'est vraiment, faut s'y prendre à l'avance et il faut s'organiser pas mal, quoi. Comment on le conjugue? On part le matin à 7h du mat, on prend son sac de rugby, on arrive le soir à 19h30, on s'entraîne, on revient, on prend le sac, on nettoie, on reprend notre sac et c'est parti. Toute la semaine c'est comme ça en fait. Tous les soirs on s'entraîne, donc il n'y a pas de temps mort, c'est une vie bien rythmée. Combien sont 25. On a débriefé un peu, sachant que... Suivant leur lancée, les putains de nanas, comme elles se font appeler, sont pour le moment premières du top 8. De retour en direct sur le plateau du Media Lab avec Marine. Bonjour Marine. Bonjour Valentine. Alors à quel niveau joue le LMRCV? Alors l'équipe féminine, elle joue au niveau national. D'accord. Et en tant qu'équipe féminine, du coup, quelles difficultés rencontrent les joueuses dans le milieu du rugby? Justement, le cas du LMRCV, c'est un bon exemple pour parler des difficultés des équipes sportives féminines en général. Parce que ce soit au niveau de la médiatisation, il faut savoir que seulement 7% des retransmissions sportives concernent uniquement des équipes féminines. Et quand on sait par exemple que une équipe de foot masculine touche en droit TV environ 500 millions d'euros à se partager, on se rend compte que justement les équipes féminines sportives ont des problèmes au niveau des subventions et doivent galérer pour avoir des ressources suffisantes pour faire vivre leur club en fait. D'accord, merci Marine. Et que faire dans la région ce week-end? C'est la question que s'est posée pour vous Florian Lambert. Bonjour Florian. Bonjour Valentine. Et oui, c'est le moment de savoir ce que vous allez faire ce week-end dans notre belle région des Hauts-de-France. Et on commence avec du cinéma, Valentine, puisque cette semaine est sorti le film Les Animaux Fantastiques. On replonge dans l'univers d'Harry Potter. Ça se passe à New York en 1926. Je vous laisse apprécier la bande-annonce. Un sorcier est arrivé hier à New York avec une valise. Une valise remplie de créatures magiques. Malheureusement, certaines se sont échappées. Elle a été ouverte. Un tout petit peu, oui. Monsieur Dragono ? Vous pouvez évidemment retrouver toutes les séances de ce film dans les différents cinémas de la région. Et on poursuit avec une exposition parisienne de street art qui s'invite à Lille. Ça s'appelle le 9e concept et ça parle d'art urbain évidemment. Et impossible de ne pas trouver votre bonheur puisqu'on y trouve de la BD, du tatouage, du graffiti, de la vidéo et du collage. Et c'est du lourd puisque le collectif incarné par Stéphane Carricondo, Ned et Jerk45 expose à Paris, Tokyo, Rio et même à Houston. L'expo se trouve à Maison Folie, à rue d'Arras à Lille et c'est jusqu'au 11 décembre 2016.
2013. Autre domaine maintenant, l'histoire avec les commémorations de la victoire du Front populaire. L'île au cœur des années 30, et c'est une exposition virtuelle sur la victoire du Front populaire aux élections de mai 1936. Vous pouvez la trouver sur archive.lille.fr. C'est une exposition au chaud dans le canapé. S'il pleut, bah voilà, on est au chaud, tranquillement. Et on termine avec une exposition sur le peintre bosniaque Safet Sek. Oui, ça se passe au musée de l'Hospice Comtesse, c'est jusqu'au 15 janvier 2017. Vous avez le temps et vous pouvez retrouver les dernières œuvres de Safet Sek, pour l'essentiel après 2000. Et elle dévoile 15 années de réflexion. Il fait de l'effet, Safet Sek, il fait de l'effet. 15 années de réflexion et de passion autour de l'art de peindre et de figurer le réel. Et c'est la fin de ce T'as vu, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau magazine. Excellent week-end à vous.